Bonjour et bienvenue à votre podcast La science dont vous êtes le héros, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en sciences et ses héros ordinaires qui défendent les idéaux de la recherche. Aujourd'hui, nous y sommes, enfin. Première conférence, les idéaux de la recherche pour combattre la désinformation. Nous avons reçu en Zoom aujourd'hui M. Jean-François Clich, journaliste scientifique au quotidien Le Soleil, et M. Howard N'Djou, sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada. Ils étaient tous les deux en très grande forme. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. C'est un immense honneur, un plaisir de lancer cette semaine sur la conduite responsable en recherche. Mon nom est Serge Bonin. Le thème cette année, la science dont vous êtes le héros, parce que ceux qui font la science, ce sont eux les héros que nous voulons voir au grand jour. Alors, c'est un webinaire aujourd'hui qui s'intitule « Les idéaux de la recherche pour combattre la désinformation ». Alors, c'est un grand thème. Nous aurons beaucoup de choses à discuter. Je vous parle un peu du profil des participants de cette semaine de la conduite responsable en recherche. On a eu 334 inscriptions à ce jour. C'est un record pour cet événement. Donc, félicitations à tous pour cette belle curiosité. Félicitations à l'équipe aussi qui a pu faire rayonner cette semaine-là pour avoir autant de participants. Aujourd'hui, on a 193 personnes inscrites dans ce webinaire. Vous provenez principalement de Québec, mais aussi de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Manitoba, Alberta. On a même des gens à l'international, en France, au Sénégal, au Togo, au Congo, au Maroc, Jamaïque, Tunisie. Alors, bienvenue à tous. Tout le monde est bienvenu. C'est formidable d'avoir autant de monde qui sont curieux. Alors, beaucoup de professeurs, des étudiants, des agents professionnels de recherche, des conseillers en recherche ou en éthique, ou en communication, des gestionnaires. Donc, une belle variété. Je vous signale qu'il y a déjà eu, en semaine préparatoire, des balados, donc des entrevues avec certains de nos invités, avec les préparateurs de la semaine. Je vous invite à les réécouter sur le site de la conduite responsable en recherche. Cette diffusion sera également disponible plus tard sur le site. On n'a pas la date exacte, mais au cours des prochaines semaines, elle sera disponible. Donc, vous pourrez la revoir si vous avez manqué certains moments ou si vous avez besoin de renoter. On va être à peu près 1 heure ensemble. Il y aura seulement les caméras et les micros des invités qui vont rester ouverts. Par contre, vous pouvez poser vos questions par écrit. On a une équipe qui collige les questions, qui les recoupe pour éviter les redondances et qui les achemine. Donc, on pourra les poser à nos invités. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Recherche de la vérité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une quête, hein, c'est la quête de la science un peu, mais c'est aussi la même quête du côté du journalisme. Entre les deux, il y a aussi le politique qui répond pas toujours aux mêmes impératifs. Et il y a un grand art à maîtriser entre ce qu'est la science et la façon de la communiquer. Évidemment, la dernière année nous a placés devant de grands défis et au nom de l'urgence, tout le monde réclamait des réponses rapides, des réponses justes. Mais la science, on le sait, ne fonctionne pas de façon infaillible. Chacun, elle a besoin, en fait, de son propre rythme. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Est-ce qu'on connaît mieux la science maintenant qu'elle est couverte de façon omniprésente par les médias dans le contexte? Est-ce que le public fait plus confiance à la science ou moins confiance à la science? Comment s'assurer que le processus scientifique soit près de l'exemplarité, qu'il s'approche d'un idéal? On sait que la pression est forte pour trouver des solutions, que les sujets sont complexes, qu'il y a beaucoup d'informations, pas toujours de qualité égale, qu'il y a des intérêts variés. Alors, comment y voir clair? Comment se conduire de façon responsable? C'est des grandes questions. Et évidemment, j'ai avec moi 2 personnes qui sont beaucoup mieux placées que moi pour y répondre. On va lancer la discussion. Alors, avec nous, on a Jean-François Clich, journaliste scientifique au quotidien Le Soleil de Québec. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un immense honneur. Et merci de l'invitation. On a également Howard N'Djou, sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada. Bonjour, Monsieur N'Djou. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Alors, on vous a préparé quand même 3 grandes questions qu'on pourra explorer ensemble. Je vous lance la première et puis je vous laisse un peu faire vos armes. Donc, comment on qualifierait, en fait, comment vous qualifieriez les relations entre la science
les décisions politiques et le journalisme. C'est un peu les trois grandes sphères qu'on veut toucher. Vous avez chacun votre sphère d'expertise, si on veut, et puis vous avez baigné dedans, évidemment, tout au long de l'année. Alors, comment vous qualifieriez ça, cette relation-là entre ces trois grandes sphères? Monsieur Clich, d'abord, peut-être. Disons, je vais parler de la science et des médias là, parce que le gouvernement, j'ai jamais couvert le politique, fait que c'est un peu moins mon domaine. Mais c'est une question que je me suis souvent posée. La science est-elle soluble dans les médias? Puis ça dépend, ça dépend pas juste du pH, mais ça dépend un peu de quoi on parle. Très souvent dans les médias, on va procéder par par trame narrative. On cherche à... On a une trame narrative, une traque, comme on dit en français élégant, déterminée d'avance, puis on va chercher à la prouver. On va chercher à la prouver, elle, parce qu'on sait que c'est, par exemple, ça va être une trame narrative crunchy, là, payante en termes de clics, et qui va nous faire Facebooker et tout. Fait qu'on va essayer de chercher à la prouver. Et pour faire ça, et ça, j'ai déjà colligé des stats moi-même là-dessus, on va même aller jusqu'à faire des tris là, vraiment assez agressifs dans les sources. On fait ça collectivement dans les médias, des fois avec un effet assez déformant. Là. On va présenter certaines expertises qui cadrent avec cette trame narrative-là, quitte à ignorer la majorité des scientifiques des fois. Là. Mais donc, on a nos défauts dans les médias, ça c'est sûr et certain. Mais dans l'ensemble, il y a bien des fois où quand même la science est bel et bien soluble dans les médias quand la trame narrative que les médias recherchent, ça donne à être celle qui rallie une majorité de scientifiques, par exemple le réchauffement climatique, des choses comme ça. Ben là, ça va quand même, les deux peuvent faire bon ménage, mais c'est pas parfait. C'est sûr que c'est pas parfait. Est-ce que vous estimez que le journalisme scientifique se porte bien? Est-ce qu'il y a suffisamment de journalistes dits scientifiques et rigoureux qui sont en mesure de bien vérifier les sources? Il y en aura sans doute jamais assez. Mais une question majeure, un point majeur dans votre question, c'est le temps. Là. Le temps et les moyens de prendre le temps de vérifier, avoir cette rigueur-là, marcher un peu plus justement au rythme de la science et moins au rythme des médias, même si pour un journaliste, ça peut être un peu contradictoire. Ça, il y en a, malheureusement, il y en a pas énormément. Il y en a d'autres, là, plusieurs, mais dans l'ensemble, le monde des médias ne se dirige pas vers là. Ça fait des décennies que le rythme du cycle des nouvelles, que le cycle des nouvelles s'accélère avec CNN et les réseaux d'information continue d'abord, avec les réseaux sociaux plus récemment. Fait que malheureusement, on ne se dirige pas tout à fait vers là dans l'ensemble des médias, en tout cas. Là. Monsieur New, si je vous pose la question aussi, comment percevez-vous les relations entre la science, les décisions politiques et le journalisme? Comment vous y répondriez? OK. Pour moi, je pense que je peux parler, c'est un triangle important, le lien entre les trois, entre comme dit, les décideurs, les politiciens, les scientifiques et les journalistes. Pour moi, je commence avec les scientifiques, moi aussi comme un médecin hygiéniste. Moi, je travaille avec ma ministre de la Santé, aussi les autres politiciens au sein du gouvernement fédéral. Et je sais que pour nous autres, comme scientifiques, on dit toujours, je ne sais pas en français, mais en anglais, c'est evidence-based decision making. On dit, on prend des décisions basées vraiment sur les données probantes. Mais si on parle pour les décideurs, les politiciens, on sait qu'il y a des autres considérations, des autres facteurs comme socio-économiques et à part de seulement la science. Donc, je pense que le rôle des scientifiques comme moi, c'est vraiment d'analyser les données probantes, vraiment ce qui nous informe pour donner les meilleures recommandations aux décideurs. Mais en fin de compte, on respecte, on sait que les décideurs vont prendre en considération nos recommandations, mais finalement, la politique peut être un peu différent, pas exactement aligné avec nos recommandations. Donc, ça, c'est le lien entre les décideurs et aussi les scientifiques. Pour les journalistes, je pense que c'est très important de, diffuser l'information crédible
à la population générale. Des fois, c'est difficile parce que la science, des fois, c'est compliqué, c'est complexe. Et c'est aussi important de préciser c'est quoi la différence entre la science et peut-être la perspective des scientifiques et aussi les médecins hygiénistes, peut-être comme moi, et les décideurs. Des fois, je vois que les journalistes cherchent peut-être un peu de controverse entre la science et les décideurs, mais ça, c'est normal parce que dans une démocratie, c'est ça, vraiment les autorités élues qui finalement, sont responsables pour prendre les décisions. Donc, si tout le monde comment dire, respecte c'est quoi le lien entre les trois, je pense que ça va bien passer. Pour moi, jusqu'à date, il y avait beaucoup des enjeux, mais à date, je pense c'est correct qu'est-ce qu'on fait au sein d'un gouvernement, même ici à l'échelle fédérale ou même, je pense, dans chaque province et territoire, parce que les recommandations, les conversations entre les scientifiques comment dire, le gouvernement, c'est confidentiel. Et qu'est-ce qui sort avec les journalistes et l'information, ce qui est très important de diffuser à la population générale. Est-ce que vous estimez que ce lien-là entre la science, les politiques, les journalistes a évolué en cours de pandémie? Est-ce qu'il a changé par rapport à ce qui était avant? Oui, je pense que c'est évolué. Je pense que c'est mieux maintenant qu'avant. Je pense que même pour nous autres, les scientifiques, peut-être c'est aussi une réponse pour les autres questions, mais on sait que maintenant, moi, j'ai appris aussi que c'est très important d'être ouvert, transparent et aussi de toujours communiquer à la population générale que la science continue à évoluer. Et avec, selon les expériences, les données probantes, nos connaissances aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas les mêmes connaissances au futur. Donc, si on va changer peut-être une approche, même une politique, je pense que des fois, c'est trop simple pour peut-être que les journalistes disent, oh, les autorités, ils ont changé les idées, pourquoi ils ont fait comme ça. Mais si on garde une bonne perspective et c'est avec l'esprit que on continue toujours à suivre la science et les données probantes. Ça, c'est un meilleur message à donner à la population générale au lieu de créer, d'après moi, comme une fausse controverse. Oh, les autorités, ils ont changé des idées, ils ont menti ou ils font quelque chose pas bien. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, peut-être pour les journalistes, peut-être à réfléchir. La question se pose du côté journalistique, M. Clich. En effet, moi, je pense qu'une chose qui est très proche de ce que Dr. New dit et peut-être complète, c'est qu'on a dans les médias, on a peur de l'incertitude. On veut pas communiquer l'incertitude. On va faire toutes sortes de détours pour ne pas en parler, ne pas l'expliciter. Et ça, dans la pandémie, ça a été, surtout au début, ça a été, je pense, absolument majeur. Là. On a commencé par dire les masques ne fonctionnent pas parce que Dr. Héroda l'avait dit ou telle autre source ou peu importe. Oui. Ensuite, on a dit oui, là, ça fonctionne. La science a dit ça. Tout est très clair. Ça n'a jamais été si clair que ça. Les études dont on disposait pour faire sur l'efficacité des masques, d'abord, ne concernait pas la COVID-19, ne pouvait pas concerner la COVID-19, elle venait juste d'arriver. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça, d'incertitudes. C'est pas seulement les journalistes qui essaient, qui sont un peu allergiques à l'incertitude, parce que souvent, ça va un peu diminuer. Quand on est moins sûr de ce qu'on avance, ça introduit des nuances, ça va moins faire appel aux émotions, donc on a peur d'être moins cru aussi, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais le monde des communications en général, pas seulement dans les médias, mais dans les départements, les services des coms, des universités, des labos, etc., et dans les officines gouvernementales aussi. C'est comme une espèce de règle, on a dit de ne pas mentionner ces incertitudes-là parce que comme ils essayent tout le temps d'avoir un message extrêmement simple et très direct, c'est parce qu'ils m'ont fait. Là, c'est mon interprétation personnelle, mais eux disent que ça fait de la bonne com. Moi, je pense que ça fait juste de la com plus facile à faire. Mais
ce qui est pas toujours la même chose, mais cette allergie à l'incertitude-là a créé ce dont ce dont Dr. New parle, je pense, parce que si dès le départ on avait communiqué l'incertitude qu'il y avait autour des données, ben personne n'aurait eu l'air de changer d'idée, parce que de toute façon c'était pas vraiment le cas. Là, la science n'avait pas changé d'idée, les gouvernements non plus. C'est juste que cette science-là était incertaine et était en train d'évoluer. Est-ce que vous avez l'impression que la population fait confiance à la science? Est-ce que cette confiance-là a augmenté avec la pandémie ou a diminué? Monsieur New, je vous lance la question. Moi, d'après moi, je pense que la population en général continue d'avoir beaucoup de confiance dans les méthodes scientifiques à la science en général. Donc, je pense que si on peut montrer à la population en général que voici les données probantes à jour avec les expériences, peut-être même pas seulement ici au Canada ou au Québec, mais à travers le monde. On voit que c'est quoi les résultats, les conséquences si on fait quelque chose ou on fait pas quelque chose dans les autres pays. Donc, je pense que c'est un bon exemple avec les masques, le porte-masque. C'est sûr parce qu'au début, même moi aussi, on a pensé beaucoup de scientifiques peut-être la mode de transmission de la COVID-19, c'est un peu comme les autres maladies respiratoires infectieuses comme la grippe, c'est les gouttelettes. OK, bon, c'est OK, on prend les précautions selon les connaissances pour la grippe, les autres maladies comme ça. Mais maintenant, avec les expériences, on a vu même, je pense que c'est l'expérience avec le Diamond Princess au Japon et la croisière et les autres expériences. Wow, c'est beaucoup peut-être plus transmissible. Et maintenant, je pense que la plupart des scientifiques sont d'accord que oui, il y a beaucoup, toute une gamme des gouttelettes et les grandes gouttelettes et petites gouttelettes comme des aérosols et c'est peut-être beaucoup plus transmissible et c'est pourquoi c'est très important aussi le port du masque, mais aussi garder la distance physique, aussi pas de rester trop longtemps dans les espaces clos à l'intérieur, tout ça. Donc, je pense que c'est un bon exemple que on a un certain niveau de connaissances au début et maintenant, on a beaucoup plus des expériences et des connaissances comparé avant. Merci. Donc, les connaissances évoluent et la science transmet cette évolution-là aussi. Monsieur Clich, en tant que journaliste, ça ne doit pas toujours être facile de naviguer dans la science parce que c'est assez complexe des fois des études scientifiques. Il y a plusieurs données, méthodologies qui sont différentes. Comment on fait pour naviguer là-dedans dans cette matière complexe qu'est la science pour essayer de produire quelque chose de crédible et d'honnête comme papier? Ben, il y a pas de raccourci. Il faut juste accepter qu'il n'y a pas de raccourci. Faut la lire, faut se taper la partie sur la méthodologie. Il faut essayer de faire une couple d'entrevues pour s'assurer qu'on a bien compris. Et peut-être d'abord et avant tout, ne pas tomber dans le piège de l'étude unique, là. C'est-à-dire que une étude, c'est juste une étude. Donc, faut que ce soit reproduit. Il faut que les résultats puissent être reproduits pour être considérés comme vraiment solides, etc. Donc, c'est ça. Faut juste prendre le temps de le faire. C'est long. Puis ça demande certaines connaissances techniques, puis des bases en statistiques, etc. Qui s'acquièrent au fil du temps ou en tout cas à l'école. Mais c'est ça. C'est pas sorcier. Parce qu'il y a quand même, c'est le défi dont vous parliez tout à l'heure. Hein, on veut. Les gens disent, j'ai pas beaucoup de temps, hein, j'ai 2-3 minutes. Serre-moi ça rapidement pour que ce soit digeste. Mais là, il n'y a plus de place pour les nuances. Comment on fait pour faire la balance entre les deux, en fait? La balance entre les deux, c'est que c'est un point que j'allais mentionner. Il n'y a pas vraiment de balance à faire entre les deux. Il y a comme un saut de la foi à faire, par exemple, du côté des médias, parce que les médias généralistes en particulier ont peur de la complexité, peur de la science, ont peur que ça va ennuyer les gens, ont peur qu'ils comprendront pas, etc. Et à cause de ça, on évite les sujets plus compliqués, on va éviter les complexités aussi qu'il y a, puis le détail concret. Mais c'est une erreur, je pense, quand on veut communiquer la science, parce que
le fun qu'il y a dans la science, c'est le plaisir de comprendre. Si on simplifie, si on passe à côté des éléments plus techniques, on passe à côté de la vraie compréhension, on ne fait rien comprendre à personne et le texte va être plate parce que c'était pas, c'est ça le fun de la science. Fait que puis à partir de là, c'est un peu une prophétie qui s'autoréalise. Là, on se dit, la science s'intéresse pas bien le monde, fait qu'on le fait à moitié, on le fait pas comme du monde. Ça fait un texte qui n'est pas partagé, qui n'est pas facebooké, qui n'est pas très lu. Puis après ça, on se dit, on le savait, là, ça n'intéresse pas le monde. Mais c'est la façon de le faire qui est critique là-dedans. Mm-hmm. Monsieur New, vous avez comme mandat de discuter avec le politique, mais aussi avec la population, forcément. Comment vous faites, vous, pour naviguer dans cette complexité-là et la rendre digeste, finalement, pour monsieur, madame, tout le monde? C'est un grand défi. Oui, c'est ça, parce que comme un des porte-parole pour le gouvernement fédéral, on a fait plusieurs points de presse et je pense que c'est un bon point de M. Cliché. Je pense que si il y a par exemple, une étude, c'est important, je pense, pour les journalistes de communiquer les résultats, mais je pense aussi au fur et à mesure, c'est aussi important de, éduquer le public. C'est quoi le processus scientifique comme lui il a constaté, c'est pas seulement comme les résultats d'une étude, c'est vraiment comme avec plusieurs études, il faut répliquer les résultats. C'est pas seulement une étude qui est comme la solution, c'est quoi exactement, c'est quoi il faut faire. Donc, je pense que ça c'est le défi. Pour moi, c'est toujours intéressant de comme on dit, prendre toutes les connaissances, toutes les analyses et être prêt pour les points de presse parce qu'avec Dr. Tam, moi aussi les autres, on a toujours comme des sessions préparatoires avec toutes les possibilités des questions. On ne sait jamais quelle sorte de questions les journalistes vont poser. Donc, il faut être préparé pour n'importe quoi. Donc, je pense que c'est aussi important, d'après moi, de communiquer d'une façon claire et aussi compréhensible, mais pas trop compliqué. C'est difficile à expliquer, mais je pense que d'après moi, je pense qu'au début, c'était correct, mais je pense que moi aussi, j'ai évolué, on peut dire, et je pense que je fais peut-être un peu mieux maintenant si je compare comment j'ai répondu aux questions au début. Mois de janvier 2020, ça fait plus qu'1 an maintenant. Ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a souvent des questions de journalistes qui vous surprennent, que vous n'aviez pas vu venir, qui étaient dans l'angle mort? Ouais, c'est intéressant parce que je peux dire ici avec cette séance, moi, je suis très sensibilisé aux enjeux, qu'est-ce qui se passe au Québec. Et je peux dire, hey, j'apprécie, c'est vraiment comme on peut dire une société distincte au Canada parce que les préoccupations, les enjeux au Québec, c'est pas nécessairement pareil comparé au reste du Canada. Donc, il faut je dois être toujours au courant qu'est-ce qui se passe au Québec, c'est quoi les enjeux, peut-être les préoccupations de la population ici au Québec. Parce que des fois, on me pose des questions en français concernant c'est quoi mon avis du Québec. Et pour moi, je sais, hey, je respecte toujours ce qu'on fait ici au Québec avec les autorités sanitaires parce que c'est eux, c'est pas moi qui sont sur le terrain qui connaissent mieux c'est quoi le contexte, l'épidémiologie, c'est quoi vraiment la réalité, qu'est-ce qui se passe, même pas seulement à l'échelle de la province, mais aussi à Montréal, c'est complètement différent. Peut-être comparé à l'Estrie ou à Lac-Saint-Jean-Saguenay. Donc, je pense que c'est toujours important de, supporter, je peux dire, qu'est-ce qu'on fait ici à travers les pays. Parce que je pense que si je parle de la perspective de la santé publique, tous les médecins hygiénistes que je parle souvent avec Dr. Ruda, aussi avec les autres homologues des provinces et territoires, on a des réunions, des téléconférences comme 3 fois par semaine. On discute tous nos propres enjeux. Peut-être il y a quelque chose en commun, mais des fois, il y a aussi des réalités un peu différentes dans chaque province et territoire. C'est une bonne
qu'un forum, on peut dire, pour discuter les enjeux, échange des meilleures pratiques, des bonnes informations, pour nous aider les uns les autres pour prendre les décisions dans leur propre contexte, dans leur province et territoire. Et vous sentez qu'il y a une homogénéité entre les autres provinces versus le Québec? Il y a quand même Non. cette différence-là? Non, je parle des préoccupations peut-être pour la population générale. Okay. Mais je pense qu'on parle seulement de la communauté de la santé publique. On est tous sur la même page concernant comme on dit, les données probantes, c'est quoi l'état de la science. Mais je parle des fois, parce qu'on me pose des fois des questions, c'est wow. Au Québec, on a pensé de faire ça, le gouvernement du Québec. Qu'est-ce que vous pensez, Dr. New? C'est wow, OK, c'est pas vraiment pour moi pour commenter, passer des commentaires pour les décisions prises par le gouvernement du Québec, mais au moins, je peux donner une avis. OK, je pense que c'est basé sur les données probantes. Je suis sûr que Dr. Ruda et les autres autorités de la santé publique, ils ont donné leurs meilleures recommandations aux décideurs, le premier ministre Legault, et puis finalement, le gouvernement du Québec a pris une certaine décision. C'est ça, c'est la réalité. Merci. Monsieur Clich, je Oui. reviens à vous. Il y a eu beaucoup de changements en cours d'année, n'est-ce pas, pendant la pandémie. Le focus scientifique s'est fait évidemment sur la COVID-19. Est-ce que vous sentez que c'est en accélérant que ça bouge tout le temps, que c'est très, très différent d'une semaine à l'autre, où des fois il y a des accalmies et il y a des moments où ça bouge un peu plus? Comment vous sentez ce pouls-là par rapport aux données scientifiques? Des accalmies, dans le flux de données scientifiques. Oui, Non, il n'y a pas d'accalmie. Non, jamais. non, vraiment pas. C'est sans doute même le contraire, parce que le temps de mettre en branle beaucoup d'études, ça prend un certain temps. Ensuite, il faut la faire, l'étude. Ensuite, il faut l'écrire et la publier. Ça peut prendre 1 an, puis donc ça n'a certainement pas diminué. S'il y a une chose qui peut peut-être donner une chance, c'est que là, on a justement, comme on parlait tantôt, là, des études, une seule étude, c'est jamais assez, il faut reproduire les résultats. Là, il commence à y avoir quand même pas mal d'études sur plusieurs questions importantes qui deviennent, entre guillemets, redondantes, là, donc qui vont dans le même sens et qui donc se confirment les unes les autres. Fait que ça, jusqu'à un certain point, ça facilite un peu la tâche de tout le monde, j'imagine, là. Non seulement les journalistes, mais les preneurs de décision aussi, là. Monsieur New parlait de la collégialité entre les provinces. On s'échange les bons coups, les idées, puis on essaie de voir si ça peut être appliqué ailleurs et tout ça. Est-ce qu'au niveau journalistique, on a ça aussi? Est-ce qu'il y a une communauté qui s'épaule, qui se donne un coup de main, même s'il y a il y a une phase de concurrence entre médias, évidemment, mais est-ce qu'il y a quand même une certaine... je dirais, une collégialité, je vais y aller avec ce mot-là carrément. Est-ce qu'on se donne un coup de main entre journalistes? Il y a une collégialité, oui. Une camaraderie, oui. Est-ce qu'on se donne des coups de main? Non, pas bien. C'est peut-être juste moi qui travaille. C'est peut-être juste moi qui travaille pas comme les autres et qui travaille tout seul dans mon coin, là. Mais bon, des fois, oui, je vais aider des collègues du Soleil, là. Ou donner un petit avis sur telle étude ou telle source à d'autres collègues, mais c'est quand même assez exceptionnel là, de manière générale. C'est pas un métier, même si un journal ou un média ou un téléjournal, c'est le fruit vraiment d'un travail d'équipe, c'est pas le métier de journaliste lui-même n'est pas tant que ça un travail d'équipe. Là. Ça dépend, il peut y en avoir il peut y en avoir qui travaillent à cause de la nature de ce qu'ils couvrent, vont travailler plus en équipe. Parce que je pense à des fois, mettons, à la presse, là, quand ils couvrent la DPJ, ça prend des contacts, des sources à la DPJ à l'interne. Ça en prend aussi peut-être au gouvernement. Donc, il va y avoir plusieurs réseaux, plusieurs journalistes qui vont être appelés à travailler ensemble. Mais même eux ne travailleront pas tant que ça ensemble parce que chacun va interviewer ses sources puis ils vont tout mettre en commun à la fin. Fait que ça reste un travail qui est relativement solitaire, là, je dirais. Dans la notion de compétitivité, est-ce que ça existe un scoop de journaliste scientifique? Est-ce qu'on recherche à tout prix à sortir la meilleure idée le plus vite possible, un peu comme les études? On aimerait donc trouver la bonne solution, mais
En Ben, réalité, la recherche demande le temps, oui. il y a de ça, certainement. Là. Il y a une compétition entre les médias et entre les journalistes. Il y a certainement de ça. Il demeure quand même possible de sortir des scoops, là, même en prenant son temps. Là. Des fois, c'est en prenant notre temps que ces scoops-là vont finir par arriver. Mais de manière générale, c'est un peu ce que je disais tantôt. Là, un journaliste, c'est quelqu'un qui est payé pour trouver des histoires à raconter. Donc, structurellement, là, il y a vraiment un effet de structure, comme disent les sociologues. Un journaliste, ça va orienter le jugement des journalistes en faveur de les éléments qui vont justifier qu'on parle de quelque chose, qui vont donner l'air à ce quelque chose-là d'être très gros ou très menaçant ou des trucs comme ça. Puis les éléments ou les sources qui viennent contredire ça, inconsciemment et collectivement, on va les mettre de côté, là, carrément, là, très souvent. Là. Bon, il y a plusieurs exemples de ça, mais donc pour répondre à votre question, c'est ça. Il y a cette compétitivité-là, cette pression-là de sortir toujours le plus d'histoires possible, les plus grosses possibles, le plus souvent possible, le plus rapidement possible. Il y a cette pression-là, mais comme je pense que collectivement, ça nous amène pas dans le bon sens, parce que quand on regarde les mesures de confiance envers les médias, ça baisse depuis les années 70 petit à petit. T'sais. Fait qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans, en tout cas c'est la lecture que j'en fais, qui vient de notre façon de travailler et qu'on va éventuellement de gré ou de force devoir changer un jour, je pense. Donc, pour se coller un peu plus aux façons de travailler de la science, parce que justement, comme Dr. New le disait, et je vois la même chose aussi dans différents sondages, le niveau de confiance envers la science demeure très élevé et constant. T'sais. Fait qu'il je pense qu'il y a des leçons pour les médias là-dedans. Et on mentionnait en pré-entrevue, vous disiez le fait de dire, de se tromper, apporte une crédibilité à long terme aussi. Le fait de pouvoir avouer ses erreurs publiquement puis de dire, ben, j'étais pas tout à fait exact dans mon dernier papier. Là. Effectivement, et c'est une chose à laquelle les médias ne sont pas tous particulièrement bons. Là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Là. D'un média à l'autre, ça change. Au sein d'un même média, d'un journaliste à l'autre, il peut y avoir différents degrés de ces choses-là. Mais je dirais que combien de fois j'ai vu ce qu'on croyait être un gros scoop paraître en page 1. Finalement, le journaliste s'était trompé et l'erratum va être publié dans une petite brève en page 14, dans le bas de la page, puis on enterre ça, puis on essaie on fait comme si de rien n'était un peu après. Dans les médias, les journalistes ne sont pas très bons pour se corriger. Je pense que ça nuit, je pense que ça contribue au problème de confiance qu'on a. Parce que quand on admet ses erreurs, il faut se piler sur l'orgueil, ça fait mal, surtout quand c'est à 50, 100 000 exemplaires. C'est particulièrement douloureux. Mais personnellement, je le vois aussi comme une occasion, là, même si c'est sûr que quand ton métier est d'informer, tu peux pas te tromper souvent, là, mais quand ça arrive, moi, je le vois comme une occasion de montrer que je suis digne de confiance. T'sais. Regardez, là, je fais passer l'information avant mon ego, avant mon orgueil, avant mes apparences. Et regardez comme je suis digne de confiance, je me corrige. T'sais. Je le prends plus comme ça, personnellement. On bascule sur la dernière question. Il y a un avant COVID et maintenant un après, peut-être, on souhaite un après COVID qui viendra. Quelle leçon retenez-vous de la dernière année pour nous permettre de fournir une information qui est complexe mais compréhensible par le grand public? Donc, qu'est-ce que vous avez appris dans votre cheminement, dans votre expertise, chacun de votre côté, pour cheminer à travers je dirais, cette épreuve, ce défi de l'humanité, Monsieur New? Wow, OK, il y a beaucoup de leçons appris. Pour moi, peut-être 3. Première leçon, c'est toujours, je pense, important de rester, comment dire, humble et aussi ouvert et transparent. Et si on
c'est pas c'est quoi la bonne réponse. Il faut admettre, on ne sait pas maintenant à jour, mais on continue à travailler pour comment dire, ramasser, pour analyser les données probantes. Je pense qu'on ne peut jamais être trop définitif. Oh, il faut absolument, c'est pas nécessaire de porter un masque, non? Avec les données probantes à date, peut-être on n'a pas assez de données probantes pour peut-être recommander quelque chose, mais on continue à étudier l'enjeu. Et c'est sûr, peut-être avec les connaissances plus tard, peut-être c'est nécessaire, peut-être modifier, ajuster les recommandations et les orientations. Ça, c'est numéro un. Je pense que c'est important de répéter le message. Je pense que moi, les autres, on est un peu tannés on fait des trois choses. Porter le port de masque, la distanciation physique, lavage des mains. On continue à répéter le message parce que c'est difficile pour, comme dire, continuer à encourager, pour renforcer, c'est quoi les bonnes précautions pratiques individuelles. Il faut continuer parce que maintenant, avec le déploiement des vaccins, je pense que pour beaucoup de personnes, je pense que c'est hey, c'est fini, c'est terminé, je peux seulement attendre que le vaccin, je peux faire ce que je veux faire. Mais non, c'est pas ça. Il faut continuer avec les mesures de santé publique parce que maintenant, la majorité, je pense, de la population, on n'est pas encore, comme dit, immunisé ou vacciné au moins pas contre la COVID-19. Donc, ça, c'est important, les répétitions, les messages, toujours être comme cohérentes et continues, pas seulement moi, mais aussi avec les autres médecins génistes et les autres scientifiques. Et une autre chose que j'ai appris aussi avec mes enfants, il faut communiquer aussi avec des moyens, des méthodes de communication différents. Moi, avec Dr. Tam, on fait toujours presque 2-3 fois par semaine les points de presse à la télévision. Mais pour les jeunes, les autres, comme des groupes d'âge, comme mes enfants, les jeunes, ils ne regardent pas la télévision. Ils utilisent les autres moyens, les réseaux sociaux comme le YouTube et les autres moyens. Donc, il faut utiliser plusieurs plateformes, on peut dire, pour communiquer les messages clés importants pour la population. Donc, je pense que ça, c'est parmi les leçons pour moi que j'ai appris pendant l'année passée. Et est-ce qu'il y a des choses qui, une fois la pandémie derrière nous, une fois que la science ne sera pas autant à l'avant-plan, est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous restent utiles, qui vont vous rester utiles pour la suite? Oui, je pense que je suis maintenant moins gêné d'être devant les caméras, mais je pense que pour communication de risque, je pense que c'est toujours important je sais pas quoi ça, même en anglais, c'est comme on ne veut pas trop simplifier parce que je pense que la population en général est intelligente. Il ne faut pas, comme dire, trop vulgariser, mais aussi c'est qu'il y a un équilibre entre donner les messages importants clés selon les données probantes. Parce que, comme j'avais déjà constaté, je pense que la population en général apprécie et je pense qu'ils ont une soif pour la science, aussi les données probantes. Si on peut donner les bonnes informations crédibles, basées sur les données probantes, par exemple, quand on expliquait pourquoi peut-être les aérosols, les gouttelettes très petites sont peut-être importants pour le mode de transmission et c'est pourquoi, grâce à ça, les connaissances importantes avec le port du masque, la population va comprendre, ça c'est une bonne idée, je comprends la science, c'est quoi, c'est basé sur les données probantes, on va faire. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler avec cette attitude, cette perspective. Merci, M. Clé. Je vous pose la même question d'un point de vue journalistique. Qu'est-ce que la pandémie vous a appris ou a appris dans votre milieu peut-être aussi, là, vous personnellement, mais aussi l'entourage? Disons, les leçons que je tire de la pandémie, personnellement, j'ai comme continué à faire du journalisme scientifique comme je le faisais avant. Fait que c'est peut-être plus certains... dans l'ensemble, c'est plus une confirmation que personnellement j'ai eue qu'il faut vraiment... c'est la bonne façon de travailler, c'est ça, c'est se mettre le nez dedans, vraiment multiplier les lectures et tout. Personnellement, il y a peut-être certains ajustements que je vais avoir fait dans ma façon d'expliquer, là. En particulier, le fait que
comme on en parlait tantôt, l'incertitude. Quand il y a une incertitude, je l'amène avant maintenant. Là, je mets plus d'emphase dessus. Mais dans l'ensemble, si c'est peut-être moins une leçon qu'un espoir que j'ai là, que cette pandémie-là va avoir fait réaliser à l'industrie des médias à quel point c'est important de le faire, de prendre le temps de le faire, d'expliquer les choses pour vrai, de ne pas passer à côté de la complexité parce que c'est la vraie compréhension, elle est là. La vraie information, souvent, on dit que notre travail, c'est d'informer, mais la vraie information, souvent, elle est dans cette complexité-là, dans cette vraie compréhension-là. Donc, c'est l'espoir que ça va avoir démontré à mes collègues l'importance de le faire. D'après ce que je vois autour de moi, il y en a qui effectivement en sont convaincus. Pour lire ce que certains autres font dans leurs articles avec les données, ce ne sont pas tous mes collègues qui l'ont compris encore. Demandez-moi pas de nom, je vous en donnerai pas. Mais donc c'est ça, c'est l'espoir que j'ai là, qu'il puisse rester quelque chose là, la réalisation à quel point que c'est important de faire ça. Là. Je retiens plusieurs choses déjà. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions par écrit. Il y en a une qui s'en vient déjà. Ne vous gênez pas pour alimenter la discussion. L'humilité, n'est-ce pas? La curiosité, prendre le temps de faire les choses, ne pas précipiter parce que la science, elle est complexe. On doit la nuancer. Le travail du journaliste aussi devrait, dans la meilleure des pratiques, se plier aussi à ces nuances-là. La science évolue aussi, évidemment, donc faut suivre son évolution. Il faut pas avoir peur de dire, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, puis on travaille à essayer de les chercher, mais c'est possible que les réponses changent. Donc, il y a tout ça. L'ouverture, la transparence, la collégialité, dont on a parlé aussi, qui se retrouve beaucoup en science, là, travailler main dans la main pour essayer de s'encourager les uns les autres. C'est peut-être plus difficile au niveau journalistique. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu le chemin du cavalier seul qui doit essayer de se débrouiller puis essayer de tout savoir. C'est pas simple, mais il faut savoir aussi qu'on ne sait pas tout et ça doit transparaître un peu dans ce qu'on écrit. Prendre le temps de bien lire les choses, de voir des trucs qui ne sont pas uniques, donc qui sont reproductibles, qu'on peut lire à plusieurs endroits. Pas de raccourcis, évidemment. Clair, compréhensible, pas trop compliqué dans l'explication, mais en même temps, mentionner toujours qu'il y a des nuances. Donc, ça touche beaucoup à ça. Je pose la question qui vient de Jean-Marc Fleury. Il y a une question pour M. Clich. Est-ce que la contrainte de l'actualité a empêché les journalistes scientifiques de couvrir des développements scientifiques importants, comme les techniques reliées à l'utilisation de l'ARN, prometteuses pour la mise au point de vaccins, même peut-être contre des types de cancers et de nouvelles approches thérapeutiques? Est-ce que c'est assez clair comme question? Oui, mais la réponse est non. Je vois pas en quoi ça pourrait avoir empêché de le faire. Là. C'est sûr, des fois, on peut manquer de temps parce qu'on est déjà sur d'autres choses. Mais dans le cas de l'ARN, des vaccins à ARN, ça a tellement été central dans l'actualité que j'ai pas eu le choix de travailler beaucoup là-dessus là, et de publier plusieurs textes là-dessus parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc, non, l'actualité m'a amené vers les vaccins à ARN et vers ces technologies-là. D'accord. J'ai une question ici qui vient, j'ai pas le nom, mais les questions de santé publique sont particulièrement propices à intéresser les gérants d'estrade, puisqu'elles touchent à la vie de tous. Hein, tout le monde semble avoir sa solution ou espère avoir sa solution. Pensez-vous que la reprise des résultats d'études et certaines données par des citoyens pour critiquer les décideurs sont une forme de désinformation ou c'est passablement positif que la population s'approprie la science? Monsieur New. Wow. C'est une question complexe. Elle vient de Julie Bélanger. Oui, je pense que dans une société ici démocratique, c'est toujours important d'avoir le droit de s'exprimer. Hein? Et ça, c'est important à garder. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de responsabilité pour monsieur, madame, tout le monde. Je pense que pour moi, un des enjeux les plus importants, c'est
dissémination de mes informations avec l'Internet. Hein. Si on voit un article, quelque chose, et on clique, c'est intéressant, je vais partager avec plusieurs amis, et eux, ils partagent avec leurs amis. C'est comme ça, comme il dit, quelque chose devient viral, on va dire. Donc, je pense que pour moi, ça, c'est l'enjeu le plus important. Si quelqu'un peut critiquer ou pas complètement d'accord avec les décisions, ça, c'est correct, mais je pense que la plupart, la majorité de la population comprend pourquoi on a pris les décisions comme ça, parce que on voit maintenant, je pense que peut-être, je prends l'exemple en Ontario, hein. Ça fait des semaines que les scientifiques, les médecins ont déjà, comment dire, recommandé au gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire pour comment dire, arrêter la tendance, l'augmentation des cas d'infection parce que ça va déborder le système de soins de santé. Et d'après moi, je pense que tout le monde peut je pense que dire maintenant que, wow, je pense que peut-être c'est trop lent, les décisions prises pour peut-être les mesures de santé publique, les restrictions. On voit qu'est-ce qui se passe actuellement hein, avec les hôpitaux, tout ça dans les hôpitaux en Ontario. Donc, je pense que oui, c'est toujours important de garder, comme on dit, le droit pour les personnes, peut-être pour les manifestations, tout ça. Mais à un moment donné, je pense que c'est aussi important pour les autorités de prendre des décisions qui sont importantes pour, comme on dit, vraiment protéger la santé et la sécurité de la population basée sur la science. Personnellement, moi, je pense que c'est dans l'ensemble, c'est une bonne chose, même si ça peut être une arme à double tranchant. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de monde qui s'intéresse à la science, qui tente de se l'approprier, parce que c'est un indicateur d'intérêt pour la science et de curiosité. Intérêt qui, de ce que je vois depuis des années et des années, a très longtemps été sous-estimé par les médias. Mais je pense aussi que c'est une bonne chose dans l'ensemble parce que une chose que j'ai réalisé peut-être un peu plus à cause de la pandémie, c'est que oui, il y a de la désinformation. Ceux qui la proposent, ceux qui la poussent le plus fort vont être très bruyants. Mais c'est pas énormément de monde là, qui pense que le vaccin va nous faire pogner le 5G. Puis ils sont bruyants, oui. C'est spectaculaire comme croyance. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on en parle dans les médias. Mais ça ne concerne pas tant de gens que ça. Il y a un bon 80% de la population et sans doute plus là, qui rejettent ces thèses-là conspirationnistes et farfelues et à ceux qui adhèrent, ils n'y adhèrent pas tous comme ils ne sont pas tous hardcore. Il y en a qui gardent peut-être que le virus a été mis au point dans un laboratoire chinois. Il y en a pas mal qui se gardent ça dans une sous forme de question ou à laquelle peut-être qu'ils s'accrochent de façon un peu irrationnelle, mais ça reste c'est pas très dommageable. Là. C'est une question, c'est des doutes qu'il soulève. Fait que dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est une excellente chose, là, même si effectivement, ça peut mener, surtout à l'ère d'Internet, ça peut mener à de la désinformation qui peut faire un certain millage, mais je pense pas que ces thèses-là convainquent grand monde et fassent tant de dommages que ça. Là. Ceux qui y adhèrent étaient déjà prédisposés à croire à ça. Ceux qui ne l'étaient pas n'y croiront pas plus, même s'ils sont plus exposés à ces thèses-là. On est encore dans la curiosité, l'ouverture, c'est bien, mais il ne faut pas non plus nier les choses qui peuvent être un peu plus évidentes. Question qui vient, est-ce que les journalistes scientifiques ont toute l'expertise requise pour bien interpréter la science? Jamais. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire c'est pour ça qu'il faut essayer de faire des entrevues aussi autant que possible là, pour s'assurer qu'on a bien compris. Au moins, soit faire des entrevues ou au moins se trouver là, 2-3 sources écrites qui font le tour de la littérature scientifique et qui vont aller dans le même sens sur cette question-là. Ça peut faire l'affaire aussi, là. Mais c'est ça, faut essayer faut faire ses devoirs et des fois faire ses devoirs, ça
ça implique de poser une question au prof. Donc, il y a plusieurs profs disponibles, c'est déjà bien. Ouais. Une question intéressante ici qui vient de Christelle. La science propose des recommandations aux politiques pour les aider dans leur prise de décision. Ouais. Donc, la science soutient le politique. Inversement, est-ce que le politique aide la science, par exemple en l'amenant à considérer des perspectives qui étaient dans l'angle mort des solutions proposées à partir des données probantes? Monsieur New, est-ce que le politique vous a aidé à quelques reprises? Wow, ça c'est une question difficile. Je pense normalement, pour nous autres, c'est toujours les données probantes, les scientifiques qui présentent la science, les données probantes aux décideurs, les politiciens, pour aider à prendre les décisions. Mm-hmm. À l'envers, est-ce que la politique a aidé la science? En général, je pense que ça dépend peut-être du gouvernement dans chaque province et territoire. On sait maintenant, on peut voir actuellement dans chaque province et territoire, il y a peut-être quelques différences avec les décisions prises à date, je peux dire. Donc, je pense que la base des sciences, c'est pareil partout, mais comment les décideurs ont accepté, considéré les données probantes avant de prendre les décisions, ça c'est comme des responsabilités des gouvernements élus. Donc, c'est difficile pour moi de dire, OK, est-ce que la politique ou le gouvernement supporte la science? Je pense que je peux sûrement parler pour moi-même. Je pense ici, je travaille pour le gouvernement fédéral et je peux dire ici que oui, on est, comme on dit, bien supporté. On donne, Dr. Tam et moi, on donne nos meilleures recommandations au gouvernement et on voit qu'est-ce qui se passe avec la politique du gouvernement fédéral. Je ne peux pas parler pour les autres gouvernements des provinces et territoires, mais je pense en général, ce que je vois, c'est que il y a des différences, mais en général, je pense que les politiciens dans chaque province et territoire sont ouverts à la science et les données probantes. Et comme je pense que si je peux dire, c'est pas je pense, politisé, c'est moi le mot en français, comme peut-être comparé aux États-Unis avant. Mm-hmm. C'est la seule chose que je peux dire maintenant. Monsieur Clich, j'ai un peu la même question du point de vue journalistique. Est-ce que vous pensez que ça arrive des fois que les journalistes peuvent influencer peut-être les décisions politiques, peut-être le déroulement de la science ou au moins la façon de la divulguer? Pensez-vous avez-vous un exemple qui pourrait illustrer ça? Non, malheureusement. Non. Mais ce que Dr. New me disait me faisait penser à une sorte de travers que j'ai vu plusieurs fois dans les médias, mais sur les réseaux sociaux de manière générale aussi, là, chez beaucoup de commentateurs qui vont dire aussitôt qu'une d'habitude, c'est quand une décision ne fait pas leur affaire qu'ils vont dire tel gouvernement n'a pas suivi les évidences scientifiques qui pourtant sont très claires. Et on a tendance, tant dans les médias qu'un peu tout le monde, à tout simplifier. Là. C'est sûr que si on regarde tout ça uniquement du point de vue du virus, tout est super simple. Les décisions sont faciles à prendre, mais c'est pas juste un virus qu'on gère, c'est une société, c'est complexe et tout. Il y a toutes sortes de facettes dont Dr. New parlait, mais même ces données probantes-là, fournir des données, les données probantes ne prennent pas les décisions elles-mêmes. Elles peuvent éclairer les décisions, mais éclairer une décision puis prendre la décision, ce sont deux choses différentes. Si je peux vous trouver une pile d'études qui montrent, en tout cas qui suggèrent assez fortement que du moins avant les variants, les enfants et les écoles ne semblaient vraiment pas être un moteur important de l'épidémie. Ça veut-tu dire qu'on peut les laisser ouvertes et qu'on n'a plus à se poser de questions? Ben non, à un moment donné, il peut arriver, il y a toujours eu un certain degré de transmission dans les écoles. Et à un moment donné,
gouvernement sur son territoire peut atteindre un tel niveau d'épidémie et de contagion que son système de santé est vraiment à la limite de craquer, là, sur le point de craquer. Et donc, il va falloir endiguer, annuler toutes les sources de contagion possibles et imaginables. Et à ce moment-là, peut-être que la décision, c'est de fermer les écoles, même s'il y a plein d'études qui montrent que ça ne joue pas un rôle particulier. Tu sais. Fait que, il y a vraiment ces éléments de contexte-là qu'on perd malheureusement trop souvent de vue. Là. Oui, c'est Dr. New. Peut-être tu peux ajouter. Pour moi, je suis complètement d'accord avec M. Clich parce que pour moi, pour les gouvernements, je pense que c'est toujours un enjeu, une question de tolérance des risques et gestion des risques. Et c'est peut-être un peu différent d'une province à l'autre. Absolument. Est-ce qu'il y a des résultats atypiques ou nouveaux qui retiennent davantage l'attention? Est-ce que vous recherchez ça à travers les différentes recherches? Oh, il y a quelque chose qu'on n'avait jamais vu qui vient de sortir. Est-ce que ça attire davantage l'attention des directions de la santé publique, M. New? Oh boy. Je pense que pour moi, on a déjà discuté un peu de ça. Pour moi, une chose que vraiment c'était très important, c'est les données probantes qui ont évolué concernant le mode de transmission avec les aérosols, tout ça. Parce que, comme j'avais déjà dit, au début, je pense que la majorité des scientifiques, aussi les médecins hygiénistes, on pensait que c'est vraiment comme les autres maladies infectieuses respiratoires comme la grippe. Et maintenant, c'est évolué. Et maintenant, on voit aussi avec les variants que même les variants sont plus transmissibles quelques souches que comme dit la souche originale, on peut dire. Et c'est quelque chose. Il faut, comment dire, il faut continuer à être prudent parce que oui, on continue avec le déploiement des vaccins, mais on voit qu'est-ce qui se passe actuellement avec la transmission communautaire dans plusieurs régions du pays. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à suivre. Merci. Il reste 3 minutes. Je prends 2 dernières questions. On essaie d'y répondre rapidement. Est-ce que vous pensez que les gens auraient aussi bien suivi les mesures sanitaires s'ils avaient su toute l'incertitude autour des données et des connaissances sur la COVID au début de la pandémie? Donc, est-ce que vous estimez que les gens étaient conscients de la complexité et du manque d'informations? Puis est-ce que vous pensez que ça a influencé leur adhésion aux mesures? C'est une bonne question. Je vois, il est tout à fait logique de penser que ça aurait peut-être diminué un peu l'adhésion au port du masque et ces choses-là. Mais d'un autre côté, justement, le port du masque, on a Dr. Arruda, on a certaines autorités sanitaires qui, au départ, ont dit non, c'est pas nécessaire. Le message a peut-être été un peu confus parce qu'ils essayaient, d'après ce que je comprends, de protéger des stocks de masques qu'ils avaient là, et dont ils avaient autrement plus besoin dans les hôpitaux que la population générale. Mais donc, on a eu un message un peu contradictoire de gens et de médecins qui disaient au départ, non, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves qui montrent que dans la population, ça va marcher pour freiner la transmission. Puis ensuite de ça, à partir de juillet dernier, là, c'est devenu obligatoire. Et les gens ont adhéré quand même. Fait que si cette apparence de flip-flop-là, si ça fonctionnait en dépit de cette apparence de flip-flop-là, je pense que monsieur et madame tout le monde sont capables de gérer un peu d'incertitude. Si on leur explique, la plupart je suis convaincu, auraient adhéré quand même. J'ai une dernière question qui est délicate, qui va peut-être ouvrir une boîte, mais on va essayer de juste avoir une impression là-dessus. La question entre la liberté d'expression et l'information juste, est-ce qu'on devrait circonscrire un peu les droits des médias dans un contexte pandémique pour éviter qu'il y ait toutes sortes de chroniques et d'opinions et qu'on soit obligé de se coller vraiment à la réalité des faits? Juste votre opinion rapidement pour terminer. Qui? Monsieur New, lancez-vous en premier. Moi, je peux commencer. Je pense que c'est pas vraiment les droits pour les médias. Je pense que c'est comment on dit ça, c'est quoi le comportement, quelque chose sur les réseaux sociaux comme Facebook, tout ça. On a déjà,
fait quelques avances avec Facebook et les autres comme des géants comme Google, tout ça, pour mieux, comme on dit, gérer leur site, l'échange d'informations, tout ça, parce que c'est sûr qu'ils ont un rôle important pour la propagation de mésinformations, des informations. Je pense qu'ils sont plus, ils font mieux maintenant qu'avant. Ça, c'est la seule chose que je peux dire. Et finalement, je peux aussi peut-être mentionner qu'il y a aussi des bons, comme on dit, sites comme, tu sais, le mot-clic, la séance d'abord aussi. C'est une site initiative créée par les fournisseurs de la science, tout ça, les scientifiques, pour fournir les bonnes informations crédibles. Donc, je pense que l'Internet, c'est toujours un bon outil si on est capable d'utiliser d'une bonne façon. Mais c'est toujours, je pense que c'est monsieur, madame, tout le monde qui doit utiliser, gérer avec beaucoup de prudence. Et Monsieur Clich, rapidement, devrait-il y rapidement, avoir des balises? au sujet des médias et de peut-être censurer certaines informations, certaines idées, je pense pas que ce soit une bonne solution. C'est peut-être juste une déformation professionnelle qui me fait penser ça. Mais je pense, par contre, et là, je pense que je vais rejoindre la dame, un problème. En tout cas, je pense qu'un problème dans ce métier-là, c'est que les journalistes ne rendent à peu près jamais de compte à personne. On fait semblant qu'on rend des comptes à l'auditoire parce que puis là, on se dit, ah, mais j'ai eu beaucoup de clics, donc ça marche, et donc c'est ma popularité qui fait office de audit, là. Mais ça marche pas, là. On a un conseil de presse au Québec, mais qui est un tribunal d'honneur. Il y a des chroniqueurs qui recueillent un blâme ou 2 ou 3 par année depuis des années. Si un médecin avait un blâme du Collège des médecins 2, 3 par année pendant des années, ça ne durerait pas 15 ans, là, il perdrait son droit de pratique. Même chose avec les ingénieurs, les avocats, etc. Je pense que ça prendrait peut-être quelque chose comme ça, peut-être un ordre professionnel ou je ne sais pas trop quoi d'autre, là. Mais je pense que ça prendrait un mécanisme de reddition de comptes pour les journalistes, et je pense que ça aurait dans l'ensemble l'effet qui est recherché par la dame, là, c'est-à-dire d'éviter de répandre des faussetés. Donc, la reddition de comptes comme une forme d'idéal de la recherche à la fois scientifique et journalistique, c'est une très belle conclusion à notre après-midi. Merci infiniment pour cet après-midi ensemble, Jean-François Clich, World News. C'était vraiment c'était un honneur, un privilège de vous avoir avec nous. Je vous rappelle, les idéaux de la recherche, vérité, transparence, honnêteté, indépendance intellectuelle, objectivité, collégialité, responsabilité, ce sont des mots qui sont importants d'incarner quand on fait de la recherche, évidemment. C'est ce qui conclut notre webinaire, le premier de la semaine sur la conduite responsable en recherche, qui est pour thème la science dont vous êtes les héros. Je suis Serge Bonin, ça a été un plaisir d'être là. Demain matin, like ma recherche, le recrutement ciblé avec les médias sociaux. Donc, quand on veut avoir des gens qui participent aux recherches sur les médias sociaux, c'est pas toujours simple. On n'a pas toujours des codes de conduite très, très définis. Alors, c'est à 10 heures. C'était, évidemment, il fallait s'inscrire, mais il y en a toute la semaine. Il y a toutes sortes d'événements au cours de la semaine. Alors, c'est ce qui conclut les idéaux de la recherche pour combattre la désinformation. Merci infiniment, Jean-François Clich, au World News. Et on se dit à demain. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci, bonne fin de journée. Merci. Bye-bye.